Eh bien bonjour, bienvenue à cette nouvelle rencontre du festival Quai des Bulles. Nous allons converser pendant 3 quarts d'heure et puis ensuite vous pourrez poser vos questions à nos deux invités que sont Laurel et Adrien Duher-Maël. Laurel, vous êtes auteur de bande dessinée depuis maintenant une douzaine d'années. Vous avez également cofondé un studio de jeux vidéo et avec vous et avec Adrien qui vous accompagne dans toutes vos aventures, aventures familiales, aventures créatives et puis avec ce projet dont on parlera tout à l'heure comme convenu d'une bande dessinée qui a été faite en passant par Internet. On va converser de ce qui vous anime, de votre manière de travailler, de vos différentes activités, puisque vous avez quand même pas mal voyagé des deux côtés de l'Atlantique. On va parler aussi peut-être d'un album, d'une série qui s'appelle Cerise, qui elle est un petit peu plus jeune que vous, mais c'est votre fille, puisque voilà, Adrien, vous, vos enfants, vos animaux sont présents dans vos différents albums. On va évidemment aussi voir quelques images comme celle-ci de Laurel Dedo, mais tout à l'heure vous verrez aussi ce qu'elle dessine et comment elle le fait. Mais j'aimerais peut-être d'abord que vous nous disiez ce que vous faites aujourd'hui, ces différentes activités que vous avez aujourd'hui, Laurel. Depuis quand vous les rêviez ? Alors je voulais faire de la bande dessinée quand j'étais toute petite et je pensais pas que ce serait possible. Et en fait, au début d'Internet, entre guillemets, en tout cas au début où ça a été possible de poster des images parce que c'était assez rapide, c'était en 2003 et j'ai commencé à tenir un blog parce qu'avant j'écrivais un journal et je l'ai mis en ligne et tout ça et ça a bien marché au fur et à mesure. Parce que je postais souvent, je répondais à tout le monde. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir une communauté qui s'est formée au fil des années. Ça fait déjà 15 ans, en fait. Et je crois que j'ai le blog dessiné le plus ancien. Et, peu de temps après, il y avait Boulet, Melaka, qui d'autre tous ces gens-là, on va dire, voilà, qui aussi faisaient du dessin qu'ils partageaient sur leur site internet, sur leur blog. Maliki. Mais à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait l'envie pour vous de raconter des histoires, il y avait une envie de dessin, il y avait déjà une forme, un propos qui était là, ou c'est venu petit à petit ? Mon prénom, c'est Laureline. Ça vient de la bande dessinée Laureline et Valérian et Laureline. Donc je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Mes parents m'ont appris à lire avec des BD d'Astérix et j'ai toujours aimé la BD, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours vraiment travaillé là-dessus. C'était vraiment mon rêve d'en faire, mais je pensais pas que ce serait possible. Ça a été possible parce qu'aujourd'hui il y a Internet, mais avant je pense que j'aurais jamais réussi parce qu'il aurait fallu vivre à Paris et j'avais pas du tout, j'étais trop introvertie pour faire ça, mais aujourd'hui, des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, même s'ils sont très timides et introvertis, peuvent réussir, alors qu'avant, c'était pas possible. Aussi parce que vous n'étiez pas rentré dans les réseaux bande dessinée, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de formation, d'école qui vous a destiné à cela. L'Internet, c'était aussi un lieu d'expérimentation pour vous, d'apprentissage ? Oui, en fait, j'ai appris à dessiner toute seule. J'ai juste le bac, que j'ai redoublé en plus. Donc c'est pas grâce à une école, c'est que je lisais surtout beaucoup de BD, tous les Franquins, tous les classiques en fait, les Schtroumpfs, Lucky Luke, Tintin, Astérix, et c'est comme ça que ça m'a donné envie d'en faire aussi. Et puis j'ai toujours voulu raconter des histoires, donc voilà, c'était. De raconter quel genre d'histoire ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure et je voudrais qu'on insiste maintenant dessus, c'est que vous racontez. Beaucoup. Vous racontez beaucoup, Adrien. Vous racontez beaucoup vos enfants que vous dessinez également. Pourquoi cette envie, ce besoin de vous mettre en scène ? C'est pas par égocentrisme du tout. Je sais pas. Comme je racontais ma vie dans un blog, et qu'un blog c'est plutôt raconter, sa vie quotidienne et tout. J'ai continuer à le faire dans des albums parce que je me disais que je les maîtrisais, les personnages, et puis en plus les gens qui étaient susceptibles de l'acheter connaissaient
par ce biais, éventuellement les personnages. Et en plus, je sais pas, j'ai beaucoup de plaisir à raconter ça. Adrien. Je pense tu développes au fil du temps, on devient de plus en plus observateur aussi. Et on a envie de... on se met un peu dans des situations, on aime bien faire ça, genre à partir aux États-Unis et lancer un studio de jeux vidéo, ce genre de choses, et il se passe plein de choses, et on se dit il faut qu'on les raconte, et donc, Oui, c'est aussi pour nos enfants, parce qu'on a 3 enfants, c'est pour que plus tard ils voient dans quelles circonstances leurs parents ont travaillé à leur début, dans quelles circonstances ils sont nés. Jusqu'où est-ce que vous dosez ce que vous avez envie de raconter, parce que ça vous appartient quand même en grande partie. C'est votre intimité, ce sont vos histoires. Et quand vous embarquez, notamment Cerise, dans vos aventures, vous l'embarquez peut-être malgré elle, même si elle peut être très contente d'être dessinée, d'être racontée, mais c'est comme une part aussi de son intimité que vous dévoilez. Donc comment est-ce que vous jaugez la frontière, et est-ce que la bande dessinée n'est pas aussi un moyen finalement de raconter ou de vous arranger avec la réalité, parce que ce sont quand même des histoires, donc il y a aussi une part de fiction, une part d'imaginaire. Non, tout est vrai. Tout est vrai. Comme convenu, tout est vrai. On a juste changé les prénoms, voilà, parce que on n'avait pas envie de mettre les vrais noms, mais sinon, non. Et puis de toute façon, c'est vrai. Ouais, oui, bonne question. Est-ce que ça va gêner nos enfants plus tard d'être dedans ? Ouais. Après, je raconte rien d'incroyable non plus. Elle fait la vaisselle, elle a des bonnes notes en classe. Oui, ça va pas dans des détails intimes sur les enfants, quoi. On peut choisir ce qui est dedans ou pas dedans. Oui, non. Déjà, je raconte rien d'intime vraiment sur moi. C'est plutôt ce qu'on ressent, tout ça. En ce moment, je raconte la grossesse de notre deuxième fille, et il n'y a rien d'intime du tout. Mais il fallait raconter absolument, par contre, l'enfant d'avant, puisque vous aviez raconté la première et que vous avez même fait l'héroïne d'une série. Là, vous étiez un petit peu obligé, pour éviter de futures jalousies, de les raconter toutes les unes après les autres. C'est vrai que Cerise a des albums à son nom. Le deuxième, non. Et le troisième, il s'appelle Valérian, donc ça existe. C'est lui, pas moi qui l'ai fait, déjà une BD à son nom, c'est bon, quoi. Voilà. Et puis peut-être avant qu'on voit un petit peu comment vous travaillez, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Laurel, mais il y a vous, il y a Adrien, il y a vos enfants. Il y a une très grande présence des animaux dans vos différents albums. Le chat, qui doit être probablement aussi l'un des membres de la famille, tellement il est présent. Mais régulièrement, il y a toutes sortes d'animaux. Alors, pas toujours forcément des animaux dans lesquels vous avez des rapports positifs. Je pense notamment à des araignées dans Un crayon dans le cœur, qui est une des premières BD dans lesquelles vous racontiez. Comment est-ce que vous expliquez cette grande présence des animaux, et quelles fonctions vous leur attribuez dans votre bande dessinée ? J'adore dessiner les animaux, simplement. Alors, c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus varié que dessiner des humains. Et pour des dialogues ou des scènes rigolotes, c'est beaucoup plus efficace et moins toujours pareil, quoi. Je crois tu as utilisé pas mal comme convenu aussi les animaux pour faire passer des messages plus négatifs, des choses comme ça parfois, comme les écureuils. Des fois, il y a des messages qui sont un peu... compliqué à faire passer, du coup de le mettre dans une scène avec des animaux à côté, ça permet ça le rend plus digeste, quoi. Parce que comme tout est publié sur internet au fur et à mesure, parfois il y a des commentaires avec des remarques pertinentes, et pour les mettre en scène, parce que je m'inspire en fait de ce qu'on me dit pour réagir, pour les mettre en scène, c'est vrai que dessiner des écureuils qui viennent râler en disant ce que les gens ont dit sur internet, c'est plus rigolo que de me dessiner devant un écran avec les textes, les commentaires dans des carrés. Donc c'est juste pour mettre un petit peu plus de vie. Mais c'est vrai. Ça peut être aussi parfois la voix de la conscience, comme comme l'ont fait les différents auteurs de Spirou avec l'écureuil Spip, comme l'a fait Gottlieb avec sa coccinelle. Ouais. Il y a de cela aussi dans votre utilisation des petits animaux, c'est-à-dire c'est à la fois une histoire. Ils ont leur propre vie en tous les cas dans les cases, et ils peuvent être la voix de la raison, la voix de la critique par rapport à l'histoire principale. Ouais, voilà, c'est ça, ou lancer une petite blague suite à un dialogue. Alors je voudrais qu'on vous regarde comment dessiner, parce que là, on vous voit de dos, c'est assez limité, on va dire. Voilà, alors j'étais trop vite, je vais essayer de revenir sur l'image précédente, mais donc on voit que vous dessinez,
à partir d'un ordinateur, ce qu'on appelle une tablette graphique. J'aimerais peut-être d'abord que vous nous disiez pourquoi est-ce que vous choisissez ce support-là et pas un support plus classique comme le papier. Pendant à peu près 10 ans, j'ai fait du papier. J'ai même colorié mes planches à la souris parce que je ne savais pas utiliser ça. Et quand on a monté la boîte de jeux vidéo, il fallait... voilà, je ne pouvais pas scanner tout... Parce que c'était un jeu de gestion où il fallait dessiner énormément d'objets qu'on pouvait acheter dans le jeu, etc. Et c'était beaucoup plus simple que ce soit des fichiers directement utilisables par les techniciens, enfin par les développeurs. C'est un peu ce qui a fait le changement, ce jeu-là. En fait. Ouais, quand on a fait un jeu de village, c'est un peu les jeux comme Farmville et autres. C'est un jeu pour les mobiles. Hein. Donc c'est un jeu pour les mobiles qu'on a fait. Et dans ces jeux-là, il faut mettre des tonnes d'éléments, des bâtiments à construire, des arbres, des tonnes de choses. Et c'est vrai que le processus de scanner le papier à chaque fois, c'était oui, et puis en plus il faut à chaque fois épurer le trait. On pouvait arriver avec des fichiers plus petits et des choses comme ça. C'est devenu indispensable. Alors que dessiner directement dans Photoshop l'élément parfaitement clean, c'était assez magique. Mais il m'a fallu quand même 6 mois pour m'y habituer. Donc c'est vrai, je l'ai fait vraiment parce que j'étais obligée. Et il m'a fallu encore 6 mois pour y prendre du plaisir et maîtriser l'outil. C'est super dur. Enfin, quand on n'a jamais connu ça... Pourtant, on pourrait se dire, voilà, naïvement, c'est assez simple. Ça ressemble quand même à une feuille de papier et ça ressemble à un crayon, le stylet que vous avez. Donc, c'est quoi la grande différence, hein, outre peut-être la matière, le rapport à la matière qui n'est pas la même à l'objet. Ouais, voilà. Puis, il y a un petit décalage quand même entre le trait et le trait au final. Il y a l'épaisseur du verre aussi. Et puis, il faut apprendre à comprendre à quelle taille de fichier travailler, avec quelle taille de plume de stylo et tout ça, puis tous les outils. Enfin, c'est moins évident. Mais il y a plein de jeunes qui y arrivent vachement mieux. Enfin, d'ailleurs, notre fille Cerise, qui a 16 ans, elle s'en sort super bien, parce qu'elle a commencé tôt avec, en fait, c'est ça aussi. Jusqu'où ça a pu changer votre dessin? Là, je parle de l'esthétique, le passage du papier à la tablette graphique. Comme c'est pas le même support, est-ce que ça a aussi transformé le dessin, le rendu? Parce que y a CTRL-Z qui permet d'annuler le trait qu'on vient de faire. Et du coup, aujourd'hui, je peux faire 10 traits jusqu'à trouver celui qui me plaît le plus. Alors qu'avant, mon premier trait devait être bien et souvent, il n'était pas bien. Donc, c'était un peu bancal. Et aujourd'hui... Ça, c'est la vision pessimiste, ça. Bah non, parce que le premier trait est jamais bien. Donc, voilà, donc on voit un petit peu... Je sais pas qui ne connaissait pas le travail de Laurel avant de venir ici. Allez, on va dire un petit tiers. Je m'adresse d'abord à vous. Donc vous découvrez ici l'esthétique, votre manière d'inventer vos personnages. Et je trouve que c'est assez caractéristique de ce que vous faites, c'est-à-dire des personnages qui sont très expressifs et avec des grands yeux. Et j'aimerais que vous nous disiez comment est-ce que vous avez trouvé ce style qui est le vôtre. Je pense que mes influences, c'est surtout Pénélope Bagieux. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle fait des grands yeux. Ouais. Et c'est bête, mais Zelda, un peu. C'est celui sur la DS. Avec les grands yeux noirs et tout, j'aime bien ça. Sinon, Franquin. Après, au-delà des influences, comment est-ce que vous avez trouvé votre propre style? À quel moment vous êtes dit que vous teniez votre dessin? Ouais, ça fait assez longtemps que je dessine comme ça, je dirais peut-être 6-7 ans. Il m'a fallu quelques années pour trouver... avant, je faisais des nez trop ronds et maintenant, je fais plutôt... c'est des détails. Mais je faisais des yeux avec la prunelle et le reflet et j'aime plus ça maintenant. C'est des détails, ça évolue. Mais de toute façon, on change on continue de changer tout le temps. Il faut essayer de ne pas rester dans sa zone de confort, même si ce serait bien. Et le fait que ces personnages soient hyper expressifs, pourquoi l'avez-vous choisi comme cela? Il n'y a pas que les grands yeux. J'ai l'impression pour les messages, peut-être que tu veux passer, c'est vrai que dans les derniers livres, là, comme convenu, des fois il y a des scènes de... quand il y en a un qui pousse une gueulante ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très un peu comme pour faire passer un peu ce qui peut passer dans l'animation avec la dynamique, il faut
Je trouve que tu as beaucoup exagéré pour mieux faire comprendre le sentiment. Mais ça a toujours été dans la BD franco-belge. Enfin, oui, je pense pas que ce soit un truc moderne. Il y a toujours eu. J'ai pas dit. Ouais, non, mais. Ouais, mes influences, c'est vraiment la BD classique. On va voir une image suivante. Alors, il y a ici les cases, mais elles ne sont pas dessinées. Il n'y a pas le trait qui délimite. Et ça, c'est aussi une grande variété que vous avez suivant les bandes dessinées, suivant vos dessins qui parfois sont dans les cases, parfois s'affranchissent complètement de ce cadrage traditionnel. Comment est-ce que vous faites ce choix ? Eh bien, justement, ce choix-là, il avait été fait parce qu'au départ, je ne pensais pas forcément faire un livre. Donc, je cherchais à en faire une application. Et l'avantage de ce format, c'est que les écrans... chaque case, c'est une taille d'écran de téléphone. Et les grandes pages avec 4, c'est l'iPad. Ou les tablettes. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce format. C'est vraiment pour que ce soit lisible facilement sur téléphone et tablette. Et après, comme j'en ai fait un livre, c'est parfait. Mais c'était pas le but au départ, donc du coup, je pensais que ce serait que numérique. Je pensais ne pas arriver au bout d'ailleurs. On devait faire une appli iPhone, mais voilà. Ça n'a jamais vu le jour, mais, mais bon, c'est vrai que de plus en plus, les gens lisent sur des appareils, que ce soit téléphone ou tablette. Même Internet. Et le format BD 46 pages, les pages un peu grandes comme des A4, c'est plus difficile à faire rentrer sur un téléphone. Et on doit sans arrêt avec les doigts se déplacer. Et notre idée, c'était ça, qu'on puisse lire case par case ou 4 par 4 sur une tablette. Ouais. Et dans ce cas-là, ça change aussi la manière de raconter une histoire. C'est quand on fait un gag et qu'on l'installe, évidemment, si on a une grande page A4 avec, 8 ou 10 cases, forcément, le rythme n'est pas le même. Quand on en a 4, quand on en a qu'une, parfois, pour le téléphone, voilà, comment est-ce que ça, vous l'avez pris en compte pour penser le rythme de la lecture et penser aussi, quand il y a un gag, la manière de le raconter. C'est vrai que j'essaie de finir dans des multiples de 4, quoi. J'essaie toujours d'arriver à la fin d'une page. Je finis pas une scène au milieu, quoi. Parce que comme ça a été posté au fur et à mesure, planche par planche, ça aurait été désagréable à suivre. Alors que là, les gens attendaient la suite et souvent ça se finissait par une scène. Et j'essayais en plus de le faire tomber un vendredi. Comme ça, il y avait le week-end. Ah, c'est de l'organisation quand même. Et c'est vrai que c'était un peu au fur et à mesure. Au début, quand un format est nouveau, les premières pages étaient peut-être un peu moins sur l'histoire. Enfin, tu t'habitues au format au fur et à mesure et je trouve que plus ça allait, plus ça se t'arrangeais aussi pour terminer sur des fins de page qui donnent envie de revenir le lundi, quoi. C'est un peu comme Netflix, les fins d'épisodes, il faut qu'ils soient de plus en plus quand même de faire des espèces de mini fins à la fin même parce que c'est quand même qu'une seule histoire, toute cette histoire là, donc mais ça au départ aussi, quand les scènes quand les BD étaient prépubliés dans Spirou ou autre et qu'il fallait suivre d'une semaine à l'autre, du coup il s'est arrangé pour qu'on ait envie d'acheter le suivant, quoi. Alors certaines de vos bandes dessinées, donc c'est le cas de Comme Convenu, c'est le cas aussi d'Un crayon dans le cœur, ont d'abord une vie sur Internet avant une vie dans du papier, avant de devenir une bande dessinée. Pourquoi ce choix de faire passer une même histoire d'un média à un autre ? Je pose la question peut-être de manière assez naïve, mais puisque l'histoire existait déjà sur Internet, sur le blog, pourquoi cette envie de lui donner une seconde vie ? Déjà parce que j'adore les livres papier, je trouve que c'est... Voilà, et... En fait, comme cette BD a marché, je pensais pas la finir. Et finalement, au fur et à mesure, quand il y a eu beaucoup de lecteurs et beaucoup de commentaires, moi, ce sont les commentaires qui m'ont donné l'envie et le courage de continuer, parce que je bossais à côté quand même. Et la BD, les 2 tomes, ça représente 3 ans de travail. Ça fait 500 pages. Et sur chaque page, je passe environ 6 heures. Entre le dessin et ensuite poster sur les réseaux... Et le découpage, le scénar, dialogue et répondre aux commentaires, c'est à peu près 6-7 heures de travail à chaque fois. Donc, et en fait, quand ça a commencé à marcher un peu sur Internet et à être lu, j'ai eu des propositions d'éditeurs, de grands éditeurs, Delcourt, Ankama, tout ça. Et la meilleure offre qu'on m'a faite, c'était 8 000 € pour les 500 pages, donc pour 3 ans de boulot. Pas beaucoup, ouais. Non, c'est pas beaucoup. Et du coup, c'était pas possible de passer par un éditeur normal.
Mais on va y revenir tout à l'heure sur le pourquoi est-ce que vous avez choisi d'éditer. Là, j'étais vraiment sur la différence entre une histoire qui existe sur Internet, une histoire qui existe dans un livre. Voilà, le rythme de lecture n'est pas le même. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que vous n'êtes pas posé la question, est-ce qu'il fallait transformer l'histoire en raison de tout ce qu'on a dit, en raison du rythme, en raison de l'objet qui fait qu'on ne lit pas de la même manière une histoire? En fait, si je peux, c'est vrai que le livre, c'est un peu une finalité, comme tous les deux, on aime bien l'objet physique, le fait d'avoir un livre, de faire un bel objet par rapport à quelque chose qui est plus... Moi, c'est quelque chose qui me manquait personnellement dans le jeu vidéo. On a fait des jeux vidéo, par exemple, qui n'ont pas marché, qui ont disparu. Ils sont même pas perdus sur l'étagère de quelqu'un. C'est fini, quoi. Maintenant, il n'y a plus de traces. Donc, ce côté un peu de rien laisser, de produire un objet, c'était une finalité en soi. Après, sur le processus d'écriture, l'intérêt de poster en direct, c'est qu'on a aussi il y a aussi des retours des gens qui lisent, et ça permet de... Quelqu'un va dire moi j'ai pas bien compris ce truc que tu viens de dire là dans l'histoire, j'ai pas bien compris, donc faut peut-être qu'on fasse il y a peut-être besoin d'une page ou deux en plus, et en fait le scénario il va évoluer du fait des lecteurs, ou une faute d'orthographe qui va être corrigée, et c'est plus un processus créatif aussi, et puis le fait de donner l'accès à tout le monde. Est-ce que d'ailleurs dans la salle, il y en a certains qui ont écrit sur les blogs de Laurel pour s'adresser à elle, pour faire un commentaire sur un dessin? Il y a un monsieur tout en haut à droite. Merci. Vous avez une réponse au moins? Je pense, bon, dit-il. Justement, les commentaires, comment est-ce que vous les prenez en compte? Parce que ça peut être aussi une pression, ça peut être aussi par rapport à un livre. Il n'y a pas évidemment ce même rapport direct au lecteur. Donc là, ça arrive en cours de fabrication, en cours d'invention. Qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'à la fois, il faut y répondre, mais en même temps, il ne faut pas non plus y céder complètement. Et puis, il peut y avoir aussi des commentaires positifs. Et on sait que sur Internet aussi, les commentaires négatifs, on connaît leur virulence. Ouais, ça c'est vrai. Bon, la plupart, l'énorme majorité sont bienveillants, mais c'est vrai que, par exemple, il y a quelques mois, j'avais posté des planches et j'avais pas été claire sur quelque chose. Je me suis pris une shitstorm, comme on dit, et j'avais dit ok, j'ai pas été bien comprise, et j'ai rajouté une page, et j'ai dit voilà, j'ai fait une page en plus pour être plus explicite. Et du coup, dès la page suivante que j'ai postée, je me suis repris une flopée d'insultes qui n'étaient pas du tout justifiées cette fois, qui me disaient « Ouais, change ça ». Et en fait, je me suis rendu compte que quand des gens me demandent méchamment, exigent en fait que je change quelque chose, en fait, c'est juste qu'ils aiment bien avoir le contrôle, mais c'était pas forcément obligé. Oui, non, quand c'est justifié, je change, mais Adrien m'aide à avoir le recul là-dessus, parce qu'il peut, voilà. Il filtre. Ouais, puis en plus les commentaires, ça me fait vraiment. Moi, j'ai moins le rapport direct. Ça, c'est pas à moi qui s'adresse les commentaires, donc de loin, je peux dire non, lui. Faut pas le dire. Ou au contraire. Ouais. Bah, il peut me dire s'il faut changer ou si c'était n'importe quoi. Mais c'est vrai que On en parle. C'est dur de. Enfin, vaut mieux éviter en fait de critiquer trop violemment sur Twitter, parce que les gens se rendent pas compte, ils disent une critique, mais ils se rendent pas compte que la personne en face, elle s'en mange 50, et que ça peut vraiment faire de la peine ou couper toute envie de continuer pendant quelques temps. C'est pas du harcèlement, parce que voilà, dans mon cas, ça n'en est pas, mais même en général, il vaut mieux éviter d'être trop négatif, parce que ça sert à rien en fait. Je change de sujet quand même, que l'on parle de votre aventure américaine, hein, puisque vous avez parlé depuis le début des jeux vidéo que vous avez pu faire ensemble. Ça s'est passé notamment là-bas en Californie. Dites-nous ce que vous êtes allé faire de l'autre côté de l'Atlantique. Vous qui étiez auteur de bande dessinée. Bah justement, avec Adrien, on a commencé à faire des jeux vidéo, parce que lui est développeur. Et on a monté une boîte avec d'autres personnes, et voilà, il fallait mieux être sur place en Californie pour pouvoir parler à des boîtes comme Apple et Google qui nous rencontrent pas si on est en Europe, et qui sont disponibles si on est sur place. Donc il fallait être là-bas. Alors on a tout plaqué, on est parti avec notre fille qui avait quoi, elle avait 10 ans. Ouais, 10 ans. Ouais. Et fallait être là-bas, quoi. Bon, c'est vrai que ça avait des gros avantages d'être là-bas.
On est quand même parti une fois en vacances là-bas. On n'allait pas non plus dans un endroit qu'on connaissait pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a assez. En fait, la boîte de jeux vidéo, elle a démarré depuis la France. On était en France, et c'est vrai que alors ça peut changer, mais en tout cas à ce moment-là, parce que c'était déjà il y a 5 ans, chez Apple par exemple, ils nous demandaient si on avait un rendez-vous chez eux pour qu'ils mettent notre jeu en avant. Ils nous disaient attends, vous vivez où? En Europe, faut parler à notre homologue européen, mais du coup on était mis en avant que sur le Et jamais le store, dans le monde. alors que quand c'est Apple Amérique qui met en avant, on est en avant partout, quoi. Donc Ouais. c'était pareil pour Google. Donc c'était, et puis même pour le côté rencontrer d'autres boîtes, on était dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'entreprises dans le jeu vidéo, dans le développement en général. Ouais, on a fait Et des contacts. c'était un peu le fait d'être entouré de tous ces gens qui font la même chose, ça aide aussi, quoi. Puis c'est une super Ouais. région dont on adore la culture, qui nous est rêvée. Vivre là-bas, on a l'impression d'être dans une série. Alors justement, comment est-ce que ça a pu peser sur l'écriture de vos bandes dessinées? On reviendra sur ce qu'est Comme Convenu, qui était un moyen aussi un peu de digérer ce qui s'est passé dans cette aventure des jeux vidéo. Mais au-delà de cet exemple, comment est-ce que cet environnement américain, cet état d'esprit, a pu compter, influencer votre manière de dessiner, de raconter des histoires, de vous inspirer? Et là-bas, on parlait avec des personnes de Pixar, par exemple. Il y en avait qui Donc, vivaient dans la studio ville. de dessin Ouais. animé ou de films d'animation. Un petit studio. Ouais. Et c'est vrai que leur travail, je pense, a influencé mon trait, parce que du coup, je suivais ce qu'ils faisaient, et les Américains ont un style de dessin encore différent, et je pense que ça m'a influencé plus que de passer du papier à la tablette. Mais ouais, regarder ce que font les auteurs américains, et découvrir des livres aussi qui sont vendus là-bas, qui n'existent pas ici, aller à des conventions là-bas qui sont Les énormes. conventions, hein, c'est les grands rassemblements avec Comme ici, les ouais. auteurs, Ouais. tout ce qui est pop culture. Ouais. Ouais, Oui. de BD, ouais, comme. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui sortent là-bas qui sont pas ici. Donc aller dans une librairie aux États-Unis, ça permet de s'ouvrir à beaucoup de choses super intéressantes et différentes. Et ils ont ils ont plus. C'est peut-être en fait aux États-Unis qu'ils ont plus cette spontanéité dans Dans le graphisme. ouais, dans le graphisme, Je pense qu'il y avait aussi, l'exagération. je sais aussi que tu étais très sensible à tout ce qui était. Même dans les magasins, ils font beaucoup d'enseignes, ils font beaucoup de petits dessins, mais les gens Ah, qui sont c'est pas beau. artistes, il y a une grosse expression graphique, que ce soit sur le menu du restaurant de burger. Ils vont Ouais. dessiner des choses, les feuilles de salade, les machins. C'est toujours beau. Ouais. Il y a toujours, non, il y a vraiment ce souci, cette culture du lettrage aussi, qui est vraiment. Et je m'attendais pas à voir ça là-bas, hein. Mais ouais, la typographie, vachement intéressante. Alors je l'ai dit, ça s'est pas forcément très très bien passé pour vous. Ça a été assez compliqué au niveau économique, au niveau cadre de vie, au niveau des relations avec vos partenaires. Et vous l'avez raconté ça donc dans Comme Convenu, une série en 2 tomes dont on va parler à présent. J'ai dit que c'était peut-être un moyen de digérer ce qui s'était passé. Est-ce que c'est le bon terme? Oui, en fait, ça s'est mal passé parce que on est venu, nos visas dépendaient de la boîte et notre associé avait le pouvoir de nous virer, en fait. Et s'il nous virait alors qu'on avait mis toutes nos économies dans le déménagement, on n'avait pas les moyens de rentrer déjà, donc on rentrait avec des dettes. Et en plus, notre fille s'était adaptée à la vie sur place, donc lui faire ce coup-là, c'était pas possible. Donc on était obligé de lui obéir tout le temps, et il en abusait. Et bon, après, je comprends. Enfin, j'ai pas de rancune envers eux, mais sur le coup, on en a vachement souffert, surtout parce qu'ils s'en prenaient du coup à notre fille, plus ou moins. Et j'ai commencé à raconter l'histoire sur le blog en me disant que j'allais jamais aller au bout, mais oui, ça avait besoin de sortir. Et j'ai pas de talent pour l'écriture, alors du coup, le dessin, c'est quand même plus facile pour faire ressentir les choses. Voilà. Là, avec l'idée d'en faire un album un jour, ou c'était uniquement livrer ce que vous avez sur le cœur, sur le moment, sur Internet? Non, c'était dans l'idée d'en faire peut-être une application, mais surtout c'était dans l'idée, peut-être aussi quelque part que nos associés voient que j'allais tout raconter et que du coup ils se calment, mais ça l'a pas fait se calmer du tout, au contraire, ça. Enfin.
Mais bon, c'était. Il y long avait comme pas mal. histoire, le C'est temps vrai qu'il y que j'y avait pas arrive. mal de raisons. Ça a démarré comme ça. Je me souviens, c'était vraiment, on était au pic de tout, quoi, de l'anxiété, de tout ça. C'était vraiment le pire moment. Tu avais commencé à faire à en parler, mais petit à petit, on se disait aussi, c'est super que nos enfants plus tard ils puissent voir, parce que c'est quand même une aventure intéressante. Oui, puis on protégeait vachement notre fille, donc elle voyait pas du tout tout ça. Elle était dans une bulle, quoi. On lui disait rien. Enfin, je pense qu'elle le sentait un peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est bien que plus tard elle voit tout ce qu'on a vécu pendant qu'elle était là, quoi. Pendant qu'elle apprenait l'anglais, ce qui était pas mal déjà. Oui, la pauvre. On l'a mise dans l'école publique direct en arrivant. Et en faire une bande dessinée, alors comment vous est venue l'idée? Parce qu'il y avait suffisamment de matière? Parce que c'est ma façon de m'exprimer. Comme des chanteurs, on aurait fait une chanson. J'adore mon métier, j'adore dessiner depuis toujours, donc c'était plutôt évident. D'en faire un livre après. Un livre. Oh, c'est quand les éditeurs se sont montrés intéressés et qu'ils ont proposé une somme vraiment dérisoire. Et là, je me suis dit non, je vais leur montrer que je peux gagner ça toute seule. Et ça m'a donné envie de faire un Ulule. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on n'a rien à perdre. On disait, on avait entendu parler des Kickstarter, de toutes ces campagnes-là, des gens qui cherchent des financements sur Internet pour faire leurs projets. On se disait, si on le fait, ça va peut-être juste pas marcher du tout. Mais quand on a vu que les éditeurs ils proposaient des sommes qui étaient vraiment, vraiment ridicules, on se dit, au pire, on n'a rien à perdre. Si on signe avec eux, tu vas travailler pendant 3 ans pour un salaire qui est, je sais pas, le SMIC divisé par 6, c'est un truc comme ça. Ou alors on essaye et puis voilà. De toute façon, c'est pas comme si de l'autre côté on avait une option même moyenne. Il y avait rien. Donc en fait, c'est ce qui a été un peu le déclencheur quand on a vu les propositions. Allez, on le met sur Internet, on verra bien. Et voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on pensait le mettre sur Kickstarter au début. Et donc on a fait tout notre machin et tout, et c'est Ulule qui est venu nous voir, et 24 heures avant on l'a passé chez eux parce qu'ils sont plus axés sur un public francophone, tout ça. Donc alors, je vous arrête parce qu'il va falloir expliquer. Vu l'âge moyen dans la salle, je suis pas sûr que tout le monde ait compris exactement. Un petit peut-être. Ouais. Mais voilà, la plateforme Ulule est une plateforme donc de financement participatif. Qu'est-ce que c'est que le financement participatif? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, le financement participatif, très simplement, c'est quand on a un projet, on peut le mettre sur Internet. Alors, il y a différentes plateformes, Ulule, Kickstarter. On met le projet. Comment? Il faut être majeur. Ouais, il faut peut-être être majeur. Vous pourrez peut-être pas le faire. Peut-être pas tout de suite. Mais en gros, on explique tout le projet. On dit voilà ce qu'on voudrait faire, voilà ce qu'on a déjà. Nous, par exemple, on a dit on avait déjà, je sais plus, 200 pages, 220 pages. Enfin, faut avoir quelque chose à montrer aux gens. Et on essaye de définir, pour ce projet, il nous faudrait 15 000 € par exemple pour faire imprimer les livres et les envoyer. C'était 9 000 qu'on demandait. 9 000, je sais plus combien. En fait, on savait que ça nous coûterait 15, mais on a demandé 9 parce qu'on se disait qu'on pourrait mettre le reste de notre poche. On avait tellement envie de faire ce livre qu'on aurait mis ce qui manque. Si on atteignait 9 000, on aurait mis ce qui manque. On serait débrouillé parce que c'était déjà pas on les avait pas, mais on les aurait empruntés. Ouais. Et donc on essaye de définir la somme qu'il nous faut. On dit aux gens sur Internet, voilà, il nous faut 9 000 € par exemple, et tout le monde va mettre le prix du livre. Les gens vont mettre un prix, donc on dit voilà, si vous mettez 30 €, vous aurez le livre, si vous mettez 10 €, vous aurez ceci, cela. Et donc les gens, ils achètent, c'est un peu comme des précommandes finalement. Et si on atteint la somme, nous on fait, derrière on dit merci, puis on fait le livre. Voilà. Alors ce qui est arrivé pour les 2 tomes, et vous avez battu 2 records sur la plateforme Ulule, qui est à la fois le nombre de contributeurs et puis le montant obtenu pour une bande dessinée. Je crois que le 2e tome, ça a été financé en quelques minutes, 10 minutes, un peu de temps. 6 minutes. 6 minutes. Donc c'est un énorme succès. Et donc j'aimerais que vous nous décriviez un petit peu ce que l'on voit là, parce que là on semble s'éloigner un peu de la bande dessinée. Or non, parce que qui dit campagne de financement dit qu'il faut faire la promotion, il faut savoir en parler. Oui, en fait, apparemment les vidéos marchent pas mal pour présenter une campagne. Et voilà, les gens ont envie de voir quelqu'un de réel et voir que c'est pas une boîte derrière, mais que ce sont de vraies personnes. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait une petite vidéo qui était une torture pour moi parce que je déteste me montrer. Mais voilà, mais c'était cool. Et du coup, ça a
cartonné. En tout, on a vendu 10 000 exemplaires, ce qui est beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire en passant par un éditeur normal et les circuits de distribution normaux, habituels, librairie, Fnac. C'est la faute de personne. C'est pas du tout. Il n'y a pas les méchants éditeurs ou les méchants circuits de distribution. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile d'en vivre et qu'on est obligé de trouver d'autres solutions. Mais on fait pas de reproches aux éditeurs du tout. Je comprends qu'ils essaient de tirer les prix vers le bas. De toute façon, tout le monde fait ça. Donc vous l'avez imprimé vous-même, le livre. Là, on vous voit en réunion avec justement celui qui allait faire l'objet, c'est ça ? Oui, c'est une boîte en Californie qui était pas loin de chez nous. Enfin, aussi quand même à 1 heure de route. Mais voilà, en fait, c'est un auteur franco-américain qui est sur place qui nous avait conseillé cette boîte et qui disait que tous les gens qui connaissaient passaient par eux. Voilà. Ça s'appelle Global PSD, si ça intéresse quelqu'un qui entend l'émission peut-être. Ouais. Mais ça veut dire aussi que vous avez été impliqué dans quasiment toutes les étapes de fabrication de l'objet génial, livre. Ah ouais, ça c'est super parce que du coup on a demandé alors est-ce qu'on peut rajouter une planche de stickers, un marque-page, une carte postale, et quand on voit les prix que ça coûte, franchement, on se demande pourquoi tous les éditeurs font pas ça, parce que moi du coup quand j'ai fait une quinzaine de bouquins avant avec des vrais éditeurs. Et à chaque fois, je demandais est-ce que je peux dessiner des stickers comme ça, on peut offrir aux gens et tout. Et ils disaient non, c'est trop cher. Mais en me mettant de l'autre côté et en voyant combien c'est facturé, je me dis j'aurais limite pu le payer de ma poche tellement c'est. Quand on fait les livres, donc acheter des stickers sur internet, ça va coûter quelque chose, mais dans le cadre d'une opération où on imprime 10 000 livres, voilà. En général, l'imprimeur, on a des prix hyper intéressants. Plus la quantité est grande, plus le prix est pour faire des stickers avec et tout. Et c'est vrai que sur le prix total du livre, rajouter c'est 10 un centimes, très petit pourcentage de ça, quoi. Ouais. C'est rien, quoi. Donc voilà, on voit l'objet comme convenu, le premier volume, tout simplement devenir un objet. Ouais, ça c'est magique. Hein. Voilà. Quand on fait son premier bouquin tout seul, de A à Z, et qu'on reçoit les cartons, c'est trop bien. C'était vraiment exceptionnel. Alors voilà, jusque chez vous. Ils sont arrivés. Voilà. Ça c'était notre maison en Californie. Enfin on a bougé plein de fois, mais et voilà, ça c'est les palettes de livres. Ouais. Voilà. Et après, il y en a partout. Ouais, parce que je devais en dédicacer. Je devais en dédicacer 800, c'est ça ? Oui, alors en fait, ça c'est 1/10 des livres. Ça, c'est 1/10. Parce que ça fait à peu près 800 livres. Donc 10 000 livres, c'est ça x 10, quoi. Enfin, un peu plus que x 10. Mais c'est ceux qui avaient pris, justement, sur la campagne. Il y en avait certains qui étaient dédicacés et d'autres non. Donc ça, ceux qui étaient dédicacés, on les a fait livrer chez nous pour que tu puisses les signer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, suivant l'argent que chacun mettait, on n'avait pas tout à fait droit non, il y a aux mêmes choses. Il y avait le livre et des choses en plus. Voilà, on peut avoir des petits trucs en plus si on met un peu plus d'argent. Enfin, il y a une dédicace ou des objets qu'on met. Voilà, on va en voir des objets. Voilà. Des petits goodies. Des badges, Voilà, c'est des badges. Et il y en a qui avaient. Voilà, puis après, on faisait des petites pochettes avec plein de stickers. Ceux-là, on les avait commandés à côté, parce que c'était des packs un peu spéciaux que les gens avaient. Et puis, on faisait ça à la main, chez nous, en famille, quoi. Voilà, ça, c'est ma fille. Ça occupe bien les week-ends. Pourquoi est-ce que donc, le premier tome, comme convenu, vous l'avez fait de cette manière-là ? Mais pourquoi est-ce que le second, vous avez souhaité le faire aussi de cette manière-là et pas cette fois-ci passer par un éditeur classique ? Comme ça, on possède les droits. Et ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut plus tard. Ouais. Si jamais, je sais pas, c'est adaptable sur un nouveau produit, par exemple les liseuses, on n'aurait pas imaginé que ça existait avant, on peut le faire. Les iPads, avant, on n'imaginait pas que ça existe, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme nouveau support plus tard. On possède tout, quoi. C'est un peu notre bébé, quoi. Enfin, on en a plein, non Mais on aime bien maîtriser quand même ce qui se passe. C'est vrai que même d'ailleurs pour le support numérique, comme tu en parles, les autres BD avant qui étaient édités chez d'autres grands éditeurs, on a fini par les voir sur des applis, par exemple. Personne n'a jamais dit que ce serait publié sur ces applis, puis nous on cherche, tiens, il y a la BD que tu as dessinée il y a 3-4 ans qui se retrouve là, elle est vendue 4 €, comment personne s'est mis d'accord avec nous, enfin nous on n'existe pas dans le alors que c'est vrai que là si elle se retrouve un jour sur iPad, c'est parce que nous on l'aura voulu, quoi. Voilà. Donc maîtriser la chaîne de A à Z.
C'est vachement mieux. Avez-vous lu comme convenu ? Et ben maintenant, ça va être fait. Alors, pas toutes les planches. Je vous rassure, mais voilà. Si vous voulez lire, ça raconte l'histoire d'une boîte de jeux vidéo, d'une start-up Et puis en Californie. Ça peut aussi, vous intéresser. Le truc qu'il faut noter, c'est que toute la BD, elle est en ligne gratuitement. Les 500 pages, on peut tout lire gratuitement. C'est quelque chose qu'on a voulu faire après avoir travaillé sur des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo maintenant sur iPhone, Android, ils sont souvent gratuits et puis ils vendent des choses après. Et on avait voulu s'inspirer un peu de ça et puis de faire que tout le monde puisse lire l'histoire. Après, comme une ça, partie des lecteurs, même ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Même si on n'a pas les moyens d'acheter la BD, système. on peut quand même la lire, quoi. La partager. Et ceux qui ont les moyens peuvent acheter la version papier pour soutenir l'auteur et voilà. Donc voilà, on voit quelques planches du premier volume pour que vous vous rendiez compte du résultat final et de ce que vous avez fait de votre expérience américaine. On va passer pareil à quelques planches maintenant encore une du premier tome. Alors je vais pas vous le laisser lire en entier, je suis désolé, je vais devoir avancer un petit peu. Ça c'est un croquis de la couverture du tome 2. Voilà. Et vous avez pu voir le chat, comment il est dessiné, vous le voyez là aussi. Mais il est vraiment comme ça, notre chat. Vraiment. Il parle et tout. Il a des grands yeux comme ça. Il a des grands yeux. Ouais, elle est super. Oui, on a vendu des meubles à un moment donné. Là, par exemple, c'est un bon exemple de l'utilisation des animaux. Là, le chat qui nous demande sur la fin et pourquoi est-ce que vous... Parce que des fois, on a besoin, comme là, par exemple, c'est toi qui nous poses des questions. Des fois, c'est... un chat, des fois. Voilà. Là, pour lancer un sujet, c'est pas mal. Là, par exemple, le chat, il demande pourquoi vous laissez exploiter comme ça, pourquoi vous laissez la situation. Ça permet derrière de répondre. Parce que en même dans les temps, commentaires, voilà. tout le monde disait mais pourquoi vous rentrez pas ? Il le disait souvent, donc on. Donc là, finalement, le chat, il dit ce que disaient les gens sur les commentaires. Voilà, exactement. Ouais. Ça me permet de répondre. Pareil, là, je ne vais pas vous laisser tout lire en raison du temps. Et voilà, on a parlé de l'expérience américaine. Et depuis quelques mois, retour de ce côté-ci de l'Atlantique. Et vous êtes ici revenu en Bretagne, donc pas très loin d'ici, pour donc du coup vivre d'autres aventures. Et donc aussi changer de série, changer de bande dessinée ou la poursuivre. En fait, là, je suis sur un nouveau projet. J'ai déjà une 40aine de pages qui sont en ligne sur le même principe. Et ça raconte un peu la suite, mais comme convenu, ça se termine au bout de 2 tomes, au bout de 500 pages. C'est vraiment la fin. Et la suite, c'est un peu les grossesses que j'ai eues là-bas, en fait. Parce que c'est un peu différent en France, aux États-Unis, tout ça. Donc, je raconte, mais en essayant de ne pas faire un truc trop fini non plus. C'est pas que les grossesses. Je vais aussi parler des problèmes de visa, des problèmes de papier, du boulot, de plein de choses qui sont pas... voilà. Je vais parler... Ouais, parce que franchement... du crowdfunding, c'est vrai que c'est difficile. Ça fait un peu plus histoire très ciblée, parce qu'on a fait une histoire sur le studio jeux vidéo, et la nouvelle histoire qui maintenant... est publié sur Internet, c'est plus... le thème principal, c'est les 2 enfants qu'on a eu aux États-Unis, mais c'est quand même très large, et il se passe beaucoup de choses autour de ça, c'est pas juste les naissances, quoi. Et voilà. On pourrait le croire en voyant la couverture ou en lisant le résumé, mais voilà, et donc, mais du coup, l'histoire qui est racontée en ce moment, on a passé 5 ans aux États-Unis, comme convenu, ça raconte les 2 premières années. Alors, donc effectivement, il reste encore donc beaucoup voilà, à raconter. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 ans. Et voilà, sans vouloir faire trop de spoilers, c'est vrai que même s'il y a eu des moments très 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 tendus comme convenu, alors c'est pas mal aussi ce qui va venir dans le prochaine histoire. Une question que je vous ai pas posée, Adrien, et je la pose maintenant parce que je dois vous libérer juste avant les questions du public pour aller sur le stand, rejoindre, et peut-être vous, une fois que vous irez les voir sur le stand de l'autre côté de la rue. C'est que je l'ai dit tout à l'heure, Laurel se dessine les enfants, dessine les animaux, mais vous met en scène avec vos propres mots. Comment est-ce que vous trouvez votre double dessiné ? Je suis pas du tout d'accord. Je suis plus musclé, je pense. Non, c'est... Moi, je me vois dedans, c'est génial. Moi, j'ai un peu comme
je suis super content d'avoir ça. On oublie plein de choses qu'on vit et moi au final parce qu'on travaille ensemble. On est là sur la photo, c'est notre pas le café aux lettres, mais à côté. C'est notre nouveau bureau. Et on est tout le temps ensemble, on vit tout ensemble. Et donc, c'est super de bosser ensemble. C'est super sympa d'avoir une histoire. Moi, je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à relire comme convenu, et en laissant un peu d'années aussi passer, parce qu'avec le recul, des fois, on aimerait revoir un peu les décisions qu'on prenait. On se dit, pourquoi j'ai dit ça et moi, je suis super content. Ouais. Vous êtes surpris parfois par les anecdotes que Laurel a choisi de mettre en scène? Non, mais il lit le croquis avant que je les dessine. On lit, en fait, souvent on en parle. Comment ça se passe? On doit se remémorer, donc il y a souvent une phase où on va manger tous les deux. On écrit juste sur une. Juste écrire en gros, essayer de résoudre ce qu'on on note pas au fur et à mesure qu'on vit, donc en général, 2-3 ans après, on fait faudrait raconter, mais qu'est-ce qu'on a dit là, qu'est-ce qui s'est passé? En 2-3 ans, ça va, c'est encore à peu près frais. Donc on en parle souvent ensemble. Après, c'est Laurel qui fait le découpage, les dialogues. C'était quelques mois de décalage, donc ça allait. Mais là, les grossesses, c'est déjà il y a 3 ans. On a pris des notes un peu, voilà. Ouais, on a pris des notes cette fois. Voilà, ça va être à vous à présent de poser vos questions. Je vous remercie, Adrien, parce que je vous libère pour aller du coup il est quelle heure, là, au stand. Il est 15h, un peu plus de 15h. 15h. Dites-nous peut-être, parce qu'à la fin de la rencontre, vous pourrez prolonger la conversation, acheter vos albums, faire vos dédicaces auprès de Laurel et Adrien sur le stand. Est-ce que vous avez rappelé du numéro ? En fait, on est juste à côté du petit bar café là, à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà. C'est assez facile de voir. Il y a les dessins de Laurel en gros. Il y a écrit Laurel en rouge sur jaune. Donc je pense que c'est assez visible. On pouvait pas faire mieux, voilà. Effectivement. Voilà. Merci, merci, Adrien. À vous de poser vos questions. On a une grosse dizaine de minutes pour cela. Nous avons déjà une main au 3e rang, donc on va vous apporter un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. En fait, c'était juste pour savoir où est-ce qu'on pouvait trouver votre site et le nom du site pour retrouver les BD en ligne. Ah ben oui, c'est vrai. bloglaurel.com, commeconvenu.com. Voilà. Tout simplement. Sinon sur Twitter et Facebook, mais il y a les liens sur le blog. Une autre question ? Alors il y a une question Spirou juste à côté, là. Et puis ensuite quelques rangs derrière. C'était juste pour savoir, est-ce que vous allez faire d'autres BD, mais avec des styles de dessin différents? Ouais, il faudrait, mais là j'aime bien rester dans ma petite zone de confort. C'est vrai que dessiner en noir et blanc, c'est agréable et tout, mais sinon j'ai déjà fait une quinzaine de livres avant, des livres de jeunesse et tout ça. Donc il y avait, ça s'appelle Cerise, et c'est des BD 46 pages normales, classiques, en couleur. Donc j'ai déjà fait ça, et là pour l'instant j'aime bien travailler en noir et blanc. Mais après, franchement, je sais pas ce que je ferai après, parce que déjà ça va me prendre environ 3 ans. Je dirais, encore 2-3 ans. Mais oui, je voudrais. Une question derrière, et puis ensuite une question au premier rang. Donc du coup... Alors bien dans le micro, s'il vous plaît. Okay. Le chat et Cerise, là, est-ce que c'est vraiment des gens qui existent? Oui, Cerise, c'est ma fille. Et le chat, c'est vraiment notre chat qui s'appelle Brume. Franchement, tout ce que je dessine, en fait, ce sont des gens que je connais. Au premier rang. Je voulais savoir si vous aviez écrit... Dans le micro. Je voulais savoir si vous aviez écrit des romans. Non. Non. Toujours besoin de dessin pour raconter vos histoires. Écrivain, c'est quelque chose c'est un métier très différent. Ouais, je saurais pas faire. Je sais pas écrire. Il y a des gens qui ont le talent pour les deux. Moi, j'aime bien dessiner, mais écrire, c'est dur. Alors, on va de l'autre côté de la travée. Mais c'est vrai qu'il y a des dessinateurs qui écrivent. Digli, elle écrit des romans. Maliki écrit des romans. Ouais, Fab Caro écrit des romans. Merci. Ah oui. Je voulais savoir, vous avez dit tout de suite que vous collaboriez avec votre compagnon pour essayer de vous remémorer ce qui était susceptible d'être mis dans votre BD. Est-ce que votre fille aînée participe également à ces discussions
de préconception de la BD. Absolument. Aujourd'hui, parce qu'en fait, on lui demande son point de vue. Et même à la fin du tome 2 de Comme Convenu, elle a dessiné son point de vue sur toute l'histoire. Donc elle a eu 3 pages et elle a pu raconter la même histoire, mais de son point de vue à elle, parce qu'elle dessine super bien aussi. Et elle a eu carte blanche pour raconter ce qu'elle voulait et c'était vachement mignon, quoi. Alors, il y a des questions au premier rang. Je voulais savoir s'il y a certaines scènes de vos BD que vous changez ou interprétez différemment par rapport à la réalité. J'ai changé quelques prénoms de personnes pour pas donner leurs identités, mais sinon tout est réel, même si parfois il y a quelques exagérations. Par exemple, je descends l'escalier, il y avait une araignée qui faisait cette taille, et en fait je la dessine qui fait 2 mètres de haut. Ça s'est vraiment passé, mais c'était pas une araignée de 2 mètres. Donc il y a quelques petites exagérations, et le chat ne parle pas, mais sinon toutes les scènes de dialogue avec des gens, et tout s'est vraiment passé. À nouveau au premier rang, peut-être. Ouais. Ah bah, on commence ici, puis ensuite là. Ouais. Vous vous êtes installé combien de temps en Californie ? On est resté 5 ans. On n'a pas pu rester pour des raisons de visa, alors que nous, on voulait vraiment faire notre vie là-bas. Et on est rentré, et maintenant on vit près de Vannes, dans le Morbihan, donc c'est à 2h30 d'ici. Et voilà, on a choisi cette région parce que mon mari a de la famille, où il a ses grands-parents qui vivent là-bas. Voilà. Est-ce que vous aimeriez recommencer le jeu vidéo ? Oui, d'ailleurs, on bosse sur un projet comme ça. Là, bientôt, on va essayer de monter une boîte pour recommencer, parce que ça, par contre, c'est vraiment magique. Le jeu vidéo, c'est un super univers. Ça nous a vachement plu, et c'est dommage qu'on ait dû arrêter en cours de route parce qu'on était tombé sur des personnes qui n'étaient pas compatibles avec nous. Mais c'est génial. On croise des gens, on donne la carte, et à chaque fois, ils téléchargent le jeu. En plus, nous, on ne fait pas des jeux avec des pubs ou trop... On essaye vraiment de faire un chouette produit, mais dans tout ce qu'on fait, de toute façon. On veut faire un beau produit qui plaît. Et après, sur le nombre de gens, il y en a toujours un peu qui nous permettent d'en vivre. Mais le but, c'est pas de profiter, comme il y a plein de jeux vidéo aujourd'hui qui sont comme ça. Voilà, donc en fait, on soigne les produits. Mais c'est super de faire des jeux vidéo. Spirou, 3e rang à nouveau. C'était pour savoir, c'est le dessin ou c'est le scénario qui vous prend le plus de temps quand vous faites vos BD ? Et si vous deviez avoir quelqu'un avec vous, est-ce que ce serait plutôt un scénariste ou quelqu'un qui vous aiderait à faire les dessins ? Alors, sachant que Laurel ne fait pas tous ses albums tout seul. Il y a eu d'autres séries en association avec d'autres. Non, actuellement, je fais tout toute seule. Actuellement, mais pas dans l'entièreté de votre bibliographie. Ouais. Avant, oui. Alors, ce qui me prend le plus de temps... Les dialogues et le découpage. Donc le découpage, c'est faire les cases vite fait sur une feuille, voilà, pour savoir ce que je vais raconter. Je pense que c'est pas ce qui me prend le plus de temps, mais c'est ce qui est le plus difficile en fait. Parce que c'est dur. Faut pas se tromper, faut relire, faut prendre du recul. Après, dessiner, le crayonné et le dessin, et même les couleurs, c'est hyper agréable, c'est rapide, et je le fais généralement en regardant des séries. Donc c'est super agréable, vraiment. Et voilà, après poster sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires, faut se concentrer aussi, mais c'est pas pénible du tout. Non, franchement, l'écriture des dialogues et le découpage, c'est dur. C'est pour ça que j'écris pas de romans, c'est vraiment la partie la moins intéressante. Voilà. Et si je devais bosser avec quelqu'un, plutôt quelqu'un donc qui ferait les histoires. Mais après, il y a tous les types de personnes. Il y a d'autres auteurs qui adorent raconter des histoires, qui ont envie et qui dessinent pas assez vite pour raconter tout ce qu'ils ont envie de raconter comme histoire. Et du coup, ils sont contents d'avoir des dessinateurs avec eux. Mais on dirait un peu une question de quelqu'un qui voudrait faire un stage. Stage de 3e. Une autre question ? Alors, au premier rang à nouveau. Derrière aussi, vous avez le droit si vous avez des questions. Est-ce que vous allez mettre cette discussion dans une de vos BD ? Les discussions d'aujourd'hui ? Je
Je sais pas, parce que là, je raconte tout avec 3 ans de retard. Pourquoi pas? Dans 3 ans. Une autre question? Au deuxième rang? Est-ce que vous comptez revivre aux États-Unis? J'aimerais bien. Alors, mes 2 derniers enfants sont nés là-bas, donc ils sont américains d'office. En fait, quand on est sur le territoire, on a la nationalité. Donc, au pire des cas, je pourrais revenir quand ils auront 21 ans et qu'ils pourront faire une demande pour que je les rejoigne. Mais sinon, je pense que c'est de plus en plus dur d'aller aux États-Unis. Et j'avais monté 2 dossiers qui étaient vraiment en béton et qui ont été refusés. Donc, je pense que ça va être de plus en plus dur. Donc, je me fais pas trop d'illusions, même si j'adorerais. Mais quand j'étais aux États-Unis, c'était vraiment chouette, mais la France me manquait beaucoup. Donc, je sais pas, ça dépendra comment ça évolue. Mais en vacances, déjà, j'ai envie d'y retourner. Une autre question? Les 2 dernières, alors. Au milieu, au deuxième rang et au troisième rang. Je vais vous demander quel jeu vous avez fait, en fait. Alors, est-ce que c'est en ligne encore? Ça s'appelait Grub. Grub. Et c'était un jeu où, vous savez, le jeu du Snake. Voilà. Et en fait, on penchait le téléphone, ou l'iPad d'ailleurs. Et oui, malheureusement, c'est que sur iPhone et iPad parce qu'on n'avait pas encore. Mais peut-être que si. Peut-être qu'il est sur Android celui-là. Non, il n'est pas sur Android, mais on va le faire parce qu'on a récupéré les droits. Donc, on va le faire. Alors, ça s'appelait Grub. Et il fallait pencher le téléphone pour manger les pommes qui apparaissaient avec une chenille qui se déplaçait. Du coup, j'ai dessiné tout ça. Et après, on avait fait Greedy Grub, où là, c'était un jeu de gestion, un jeu de village. Donc, Greedy, G-R-E-E-D-Y. Et Grub, G-R-U-B. Mais on va les ressortir. Donc, si tu gardes ces notes dans un coin, dès qu'on a le temps, dès qu'on a refait une autre boîte, on va les sortir. Parce qu'on a récemment racheté les droits. Et puis on termine au deuxième rang. Quel âge ont vos enfants? Alors, Valérian, il a 1 an. Hermione a 2 ans. Et Cerise a 16 ans. Donc, il y a un grand gap entre la première et les 2 derniers. Voilà, et ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurel, on va donc pouvoir vous retrouver de l'autre côté de la rue pour les dédicaces. Merci, bonne suite de festival à tous.